Tout le monde connaissait Robert Taylor et Clark Gable comme les Golden Boys de la MGM. Ils ont partagé le même studio, les mêmes projecteurs, et à la fin, ils ont même porté leurs cercueils respectifs. Mais il y a eu un moment pendant les années de guerre qui a failli briser leur amitié à jamais. Hollywood attendait de ces vedettes qu'elles servent leur pays, mais ce dont Taylor a été témoin un jour fatidique lui a fait perdre tout respect pour celui que le monde entier appelait le roi. L'histoire est restée cachée pendant des décennies, enterrée pour protéger la réputation de Gable. Pourtant, lorsque la vérité a enfin fait surface, elle a changé tout ce que les gens pensaient savoir sur lui. Spangler Arlington. Brugg est né le 5 août 1911 dans la petite ville agricole de Philae, au Nebraska. Son nom a été un défi dès le début. Il lui vient de son père Spangler Andrew Brooke, un fermier devenu ostéopathe. Les enseignants avaient du mal à le prononcer, le raccourcissant souvent en Arlington ou Arling pour s'en sortir. La consonance allemande de son nom de famille n'a fait que rendre la vie plus difficile pendant la Première Guerre mondiale, lorsque le sentiment anti-allemand était très fort. Les enfants se moquèrent de lui et il se sentait souvent comme un étranger. Sa mère avait choisi ce nom en l'honneur d'un parent éloigné, mais cela a fini par rendre ses premières années encore plus difficiles. La musique est devenue son premier refuge. Au lycée Béatrice, il a suivi une formation de violoncelliste auprès du professeur Herbert E. Gray à Lincoln. Gray reconnaît son talent rare et le pousse à s'orienter vers la musique classique. Taylor rêvait également de suivre son père dans la médecine. Il s'est inscrit au Doane College à Crete, au Nebraska, dans le cadre d'un programme de préparation à la médecine, et pendant les étés, il a joué dans un trio radiophonique sur KMMG à Clay Center. Gray pensait qu'il avait le talent nécessaire pour rejoindre un grand orchestre, aussi fut-il furieux, lorsque Taylor commença à jouer dans des pièces de théâtre sur le campus. Taylor n'était pas seulement un artiste, c'était aussi un athlète. Au lycée de Béatrice, il a battu des records en athlétisme faisant la une des journaux de Béatrice de Lincoln et même d'Omaha. Il excellait dans de nombreuses épreuves, faisant preuve d'une coordination et d'un courage à toute épreuve. Les universités l'ont remarqué et lui ont offert des bourses d'études. La discipline de l'entraînement, les régimes stricts et la compétition sont devenus des habitudes qu'il a conservées toute sa vie et qui lui ont permis d'acquérir la prestance physique nécessaire pour les rôles audacieux qui l'ont rendu célèbre. Le tournant s'est produit lorsque le professeur Gray a déménagé à l'ouest au Pomona College en Californie. Taylor le suivit au début des années 1930. Une étape audacieuse pour un garçon issu d'une famille modeste du Nebraska. Il prévoyait de poursuivre ses études de musique et de médecine, pensant que la Californie n'était qu'un détour. Mais Gray l'incite à explorer toutes les possibilités, y compris le théâtre. Il est impossible d'ignorer le physique frappant de Taylor et sa présence naturelle sur scène. Bientôt, il joue dans des pièces de théâtre malgré les craintes de Gray que le métier d'acteur ne l'éloigne de la musique. En 1932, alors qu'il joue le capitaine Stanhope dans la production de Pomona de Journey's End, Taylor attire l'attention d'un découvreur de talent de la MGM. L'offre était de $35 par semaine. Peu d'argent, mais le début d'une des plus grandes carrières d'Hollywood. MGM n'a pas perdu de temps pour le remodeler. La première étape consiste à effacer son nom de naissance. Spangler Arlington Brugg disparaît remplacé par Robert Taylor, plus propre et plus net. Louise B. Mayer et Ida Coverman ont pris cette décision sans lui demander son avis. Ils ont insisté sur le fait que ce nom était plus fort, plus américain et plus commercialisable. Pour Taylor, c'était la première partie de lui-même qu'il avait l'impression d'avoir perdue. Des années plus tard, il se demandera s'il reste quelque chose du garçon du Nebraska. Son physique l'a propulsé vers la célébrité, mais a aussi créé des problèmes. Avec ses traits parfaits, ses yeux bleus perçants et sa carrure d'athlète, il était considéré comme presque trop beau. Les spectateurs masculins le considéraient comme joli, et les rumeurs sur sa vie privée allaient de bon train. La MGM
l'a associée à des actrices puissantes et plus âgées comme Greta Garbo et Barbara Stanwyck, ce qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Taylor détestait cette image. Il voulait qu'on respecte son jeu, pas seulement son visage. La MGM l'a donc refait. Ils l'ont engagé dans des rôles plus difficiles. Billy the Kid a attiré les foules, et le studio s'est penché sur la question. Le département maquillage a rendu ses traits plus rugueux, et les photos publicitaires l'ont montré rugueux torse nu en sueur posant souvent dans des scènes d'action ou de bain. Cela a fonctionné. Robert Taylor n'est plus le beau garçon du Nebraska. Il était le nouvel homme fort d'Hollywood. Ils l'ont même entraîné à marcher, à parler et à se déplacer différemment. Le but était de le faire passer pour un dur à cuire, mais d'une certaine manière, cela a rendu son image encore plus artificielle. À la fin des années 1930, son salaire est passé à $5 000 par semaine, contre $35 au départ. Mais il est assorti de conditions. Son contrat avec la MGM a duré 25 ans plus longtemps que n'importe quelle autre star de l'époque. Le studio décidait de chaque rôle qu'il jouait, le faisant passer du premier rôle romantique au héros d'action, ou à la star de l'Ouest à sa guise. Il ne refusait jamais un rôle. Les initiés de l'industrie disent qu'il était si loyal envers la MGM que cela le rendait parfois ennuyeux avec la presse. Il devait également rendre des comptes non seulement au studio, mais aussi à sa femme, ce qui laissait peu de place à la liberté personnelle. Il se fait remarquer en 1936 avec Camille, où il joue aux côtés de Greta Garbo. Il y joue le rôle d'Armand, le jeune homme amoureux du personnage tragique de Marguerite. Les critiques l'ont encensé, notant qu'il était meilleur que prévu dans un rôle aussi exigeant. Le film rapporte $2 842 000 et prouve qu'il peut jouer avec profondeur. Garbo l'a d'abord trouvé inexpérimenté, mais elle a fini par respecter son dévouement. Camille est devenu l'un des plus grands films romantiques de son époque et a enfin montré au public que Robert Taylor était plus qu'un joli visage. Lorsque Barbara Stanwyck a épousé Robert Taylor le 14 mai 1939, Hollywood n'a pas cessé d'en parler. L'écart d'âge n'était que de 3 ans, mais à l'époque, il était suffisant pour déclencher des chuchotements à travers toutes les lignes des studios. Barbara avait 31 ans, un âge que l'industrie qualifiait souvent de vieux pour une actrice principale. Taylor a 28 ans, c'est le beau garçon d'une petite ville du Nebraska qui est devenu la coqueluche de la MGM. Barbara avait déjà été mariée une fois, possédait son propre ranch et était connue comme une star forte et indépendante. En comparaison, Taylor en était encore à apprendre les rouages d'Hollywood. La discussion ne portait pas seulement sur leur âge. Il s'agissait de savoir qui détenait le pouvoir. Les gens ont dit en plaisantant qu'elle volait le berceau. Certains l'ont même qualifiée de figure maternelle pour lui. Elle gagnait beaucoup plus d'argent que lui et avait bâti sa réputation grâce à des films audacieux comme Babyface. Leur relation renversait les rôles habituels, ce qui en faisait un sujet de conversation irrésistible dans toutes les fêtes de la ville. Le mariage lui-même était du pur théâtre hollywoodien. Le patron de la MGM, Louis B. Mayer, ne s'est pas contenté d'encourager le mariage. Il l'a ordonné. Il a dit à Taylor qu'il devrait l'épouser, puis a supervisé chaque étape de l'événement. Ils étaient tellement superstitieux à propos du chiffre 13 qu'ils ont attendu juste après minuit pour échanger leurs vœux à San Diego. Ils ont utilisé leurs vrais noms, Ruby Catherine Stevens et Spangler Arlington Broom, pour ne pas ébruiter l'affaire. Marion Marks, épouse de Zeppo Marks, et la même femme qui avait organisé leur rendez-vous à l'aveugle, était la matrone d'honneur. La famille de Taylor était absente, remplacée par un témoin approuvé par le studio. Ce n'est pas l'amour qui a été le moteur de cette journée. Il s'agissait de limiter les dégâts. La MGM avait besoin d'un mariage hétérosexuel parfait pour faire taire les rumeurs sur les deux stars. Mayer a même réuni des journalistes à Beverly Hills pour l'annoncer. Toute l'affaire semblait mise en scène, et les initiés riaient en privé de l'évidence du plan du studio. 7 ans avant d'épouser Taylor, Barbara avait adopté un garçon nommé Anthony Dianfey le 5 février 1932. Elle avait espéré qu'un enfant pourrait sauver son mariage troublé
avec son premier mari, Frank Fay. Lorsque le mariage s'est effondré, elle a gardé la garde de Tony, mais n'a jamais développé de lien avec lui. L'abandon de son enfance a laissé de profondes cicatrices et elle semble incapable de lui témoigner de la chaleur. Lorsque Taylor a rejoint la famille, Tony n'avait que 7 ans. Le garçon avait désormais un beau-père qui le remarquait à peine et une mère qui le traitait comme un invité indésirable. Elle cachait sa photo dans son armoire et évitait de parler de lui. Au fur et à mesure qu'il grandissait, la distance devenait permanente. Même lorsqu'il a essayé de lui rendre visite sur son lit de mort, elle a refusé de le voir. Son frère a dit à Tony d'oublier qu'elle avait été sa mère. Elle ne lui a rien laissé dans son testament. Tony est mort en 2006, toujours dans l'attente d'une connexion qui ne s'est jamais produite. Le comportement de Taylor lui-même a apporté son lot de scandales. En 1941, alors qu'il tourne Johnny Eager, il entame une liaison avec Lana Turner. Il se vantait auprès de ses amis qu'il était obsédé par elle et qu'il devait être avec elle, même si ce n'était qu'une fois. Lorsque Barbara l'a découvert, le choc a été si intense qu'elle aurait tenté de se suicider. Mais ce n'était qu'une trahison parmi d'autres. En 1950, lors du tournage de Quo Vadis à Rome, Taylor a ouvertement dragué Lea Di Leo, une figurante italienne. Il est photographié à la sortie des maisons closes et ne prend pas la peine de cacher leur relation. L'humiliation pour Barbara est énorme. Il semble que Taylor veuille la pousser à demander le divorce. Elle s'est envolée pour Rome afin de le confronter. Et pendant 6 semaines, ils ont joué le rôle d'un couple heureux devant les caméras, tout en négociant discrètement la fin de leur mariage. Lorsqu'elle lui a finalement proposé le divorce, elle a été stupéfaite de voir qu'il acceptait sans hésiter. Elle réalisa alors que ses aventures avaient été un moyen calculé pour l'obliger à lâcher prise. En février 1943, Taylor fait un choix qui surprend tout le monde. À 32 ans, il est bien trop vieux pour être appelé sous les drapeaux. Il était marié, contribuait à l'effort de guerre dans son pays et avait toutes les raisons légales d'éviter le service. Les studios préféraient que leurs vedettes restent aux États-Unis, vendent des obligations de guerre et apparaissent dans des films patriotiques. Mais le 9 février 1943, Taylor s'est enrôlé dans l'US Naval Air Corps sous son vrai nom. Il n'a attendu que le temps nécessaire pour terminer le tournage de Song of Russia, puis s'est présenté au service en août. La marine l'accueille, mais décide rapidement qu'il est trop vieux pour le combat. Il est devenu lieutenant et a été affecté à la formation des pilotes au lieu de combattre à l'étranger. Cela l'a blessé. Il aurait voulu servir sur le front, mais ses ordres l'ont contraint à rester aux États-Unis. Pourtant, il s'avère être l'un des meilleurs de sa classe, obtenant ses ailes. Le 11 janvier 1944 et terminant 5e de la formation d'instructeur. Ce sont les 17 films d'entraînement de la marine qu'il a réalisés entre 1943 et 1945 qui l'ont le plus marqué. Il ne s'agissait pas de simples bobines de propagande, il s'agit d'outils pédagogiques soigneusement élaborés qui couvrent tous les domaines des bases du vol aux techniques de combat. L'un des films Flight Sense apprend au pilote à piloter le biplan Stearman N2S. Il a même ajouté de l'humour pour rendre les leçons attrayantes. Sa narration du documentaire de 1944 de Fighting Lady a été largement saluée, notamment par le New York Times. Ce qui rend ce travail encore plus remarquable, c'est que Taylor n'avait jamais piloté d'avion militaire avant de s'engager. Il est parti de zéro, s'est entraîné intensivement à la Nouvelle-Orléans et a maîtrisé à la fois le pilotage et l'enseignement. À la base aéronavale de Livermore en Californie, il s'est fait connaître en expliquant des concepts complexes de manière simple et claire, ce qui a permis à ses étudiants de les retenir. En février 1951, Barbara Stanwyck se présente au tribunal et demande le divorce à Robert Taylor, mettant fin à ce qui était considéré comme l'un des mariages les plus solides d'Hollywood. Ils étaient ensemble depuis 12 ans. Cette décision a stupéfié l'industrie parce qu'elle avait commencé par un coup de bluff. Alors que Taylor tournait Quo Vadis à Rome en 1950,
il a entamé une romance très publique avec l'actrice italienne Lea De Leo. Stanwyck s'envole pour le confronter et le menacer de divorce, espérant que cela le fera revenir vers elle. Au lieu de cela, il a accepté sans hésiter. Les conditions financières étaient punitives pour lui. Elle a reçu 15% de ses revenus bruts jusqu'à ce qu'elle se remarie ou qu'elle décède. Elle ne s'est jamais remariée et a perçu chaque centime. Elle a également gardé la garde exclusive de son fils adoptif, Tony Dion, excluant complètement Taylor de la vie de l'enfant. La même année, Taylor a joué un rôle qui a changé sa carrière pour toujours. Westward, The Woman est un western de 2,2 millions de dollars, réalisé par William A. Wellman. Il raconte l'histoire d'un maître de wagon qui conduit 150 femmes de Chicago en Californie pour les marier à des colons. Le film a rapporté près de 4 millions de dollars dans le monde entier et a prouvé que William A. Wellman pouvait faire plus que jouer de beaux rôles romantiques. Son personnage était dur et décisif, loin des rôles brillants qu'il avait joués auparavant. Le film a eu un retentissement inattendu. Des décennies plus tard, un village espagnol inspiré par le film a organisé sa propre caravane de femmes qui a donné lieu à 33 mariages. La même année, il retourne à Rome pour Quo Vadis, le film le plus cher de la MGM à ce jour. Il comportait 32 000 costumes et une jeune Sophia Loren y faisait même de la figuration. Taylor y joue le rôle de Marcus Vinicius face à Deborah Kerr. Le film rapporte 11 143 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 9 194 millions de dollars à l'étranger, ce qui permet à la MGM de sortir de ses difficultés financières. Il devient le film le plus rentable de l'année, 1951, et confirme que Taylor n'est pas qu'une simple figure romantique. Sa relation avec la MGM est cependant compliquée. Il était sous contrat depuis 1933, ce qui faisait de lui la dernière grande star de l'âge d'or du studio, à être encore lié à un tel contrat à la fin des années 1950. Pendant des années, le patron du studio, Louis B. Mayer, a maintenu son salaire à un niveau inférieur à celui des autres grands noms, jouant sur la loyauté et la gratitude de Taylor. Au milieu des années 1950, Taylor commence à se concentrer sur les westerns, son genre préféré. À la fin de son contrat en 1958, il fonde Robert Taylor Productions et joue dans The Detectives de 1959 à 1962. La MGM trouve encore le moyen de l'utiliser, le rappelant pour le western Cattle King en 1963. Le chemin de Taylor croise celui d'une jeune Elizabeth Taylor dans Conspirator en 1949. Elle n'avait que 16 ans, et la différence d'âge était si évidente que certains pensaient qu'il ressemblait à un père et une fille à l'écran. Il la traite avec gentillesse, l'aide dans ses études et loue son talent. Ils se sont retrouvés pour Ivanhoe en 1952, un film qu'elle n'a pas apprécié, mais qui est devenu l'une des meilleures recettes de la MGM avec 11 millions de dollars de location. En 1952, la MGM organise une rencontre entre Taylor et l'actrice allemande Ursula Theis. Ils se rencontrent au Coconut Grove. Elle se souviendra plus tard s'être sentie au 7e ciel lorsqu'il l'a emmenée sur la piste de danse. Mais Taylor, toujours préoccupée par son divorce, fréquente d'autres personnes, même son ex-femme. Ursula finit par lui poser un ultimatum et ils se marient le 23 mai 1954. Lors d'une petite cérémonie sur un bateau dans le Wyoming, Ursula est accompagnée de 2 enfants issus de son précédent mariage. Manuela et Michael, tous deux marqués par les difficultés de l'Allemagne déchirée par la guerre. L'adaptation à la vie hollywoodienne est difficile pour eux, notamment en raison des attentes strictes de Taylor. Les problèmes de Michael s'aggravent au fil du temps et aboutissent à un événement choquant en 1964, lorsqu'à 18 ans, il tente d'empoisonner son père biologique, George Theis. Il est condamné et envoyé dans une maison de correction pendant 1 an. Taylor et Ursula ont ensuite eu 2 enfants, leur fils Terence en 1955 et leur fille Tessa en 1959.
Ils ont construit une maison chaleureuse dans un ranch de la vallée de San Fernando. Leurs amis les décrivent comme un couple affectueux. Tessa se souvient de son père comme d'une personne enjouée et aimante, et non comme de la figure stoïque que l'on voit à l'écran. En 1959, Robert Taylor a pris un risque que beaucoup de stars hollywoodiennes auraient évité. Il s'est lancé dans la télévision à une époque où la plupart des acteurs pensaient qu'elle était indigne d'eux. Cette décision a choqué ses pairs, mais sa série de Detectives lui a donné raison. La série a débuté sous la forme d'un drame policier de 30 minutes sur ABC et a duré 2 saisons avant de passer sur NBC, de passer à 1 heure complète et d'être rebaptisée Robert Taylor's Detectives, les détectives de Robert Taylor. Au cours des 97 épisodes, Taylor a joué le rôle du capitaine Matt Holbrook, un chef vif et déterminé d'une unité de police d'élite. La série a attiré de futurs noms comme Adam West des années avant Batman, et a même bénéficié de scénarios de Gene Roddenberry qui allait créer Star Trek. Pour une star de cinéma de sa stature, il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau rôle, mais d'un pas audacieux dans une industrie en pleine mutation. En 1966, une autre opportunité inhabituelle s'est présentée. Ronald Reagan, un ami proche, quitte Death Valley Days pour se présenter au poste de gouverneur. Taylor le remplaça en tant qu'animateur et acteur occasionnel, succédant à un homme qui allait devenir président et donna à l'émission un étrange mélange d'Hollywood et de politique. L'amitié entre Reagan et Taylor remonte à plusieurs décennies, et à la mort de Taylor, c'est Reagan qui prononça l'éloge funèbre. Le parcours de Taylor a permis à la série de rester forte et a montré son engagement profond envers la télévision, à une époque où peu de stars du cinéma l'ont embrassé aussi pleinement. 8 ans plus tôt, en 1958, Taylor avait quitté la MGM. Ce n'était pas une sortie ordinaire. Son contrat a duré 24 ans, le plus long de l'histoire d'Hollywood à partir de 1934, alors qu'il n'avait que 23 ans. Son premier salaire n'était que de $35 par semaine. En 1940, il gagnait $50 par semaine et travaillait avec des légendes comme Greta Garbo, Clark Gable, Spencer Tracy et Elizabeth Taylor. Il a joué dans plus de 80 films avant de partir. Ce départ marque la fin d'une époque où les acteurs restaient fidèles à vie à un seul studio. Après la MGM, le travail est régulier mais souvent décevant. Taylor a admis plus tard qu'il n'était pas fier de certains des films qu'il avait réalisés pendant cette période. Les grands rôles des studios n'existaient plus, et il prenait désormais ce qui était disponible. Il y avait encore des moments de qualité comme son dernier film pour la MGM Party Girl en 1958, mais le changement était évident. Sans le soutien du studio, il doit s'adapter. Ce changement l'a poussé plus profondément vers la télévision, où les détectives sont devenus un rôle déterminant. En coulisses, une habitude de toute une vie faisait déjà des ravages. Taylor fumait depuis son enfance 3 paquets par jour, soit plus de 60 cigarettes par jour depuis des décennies. Au printemps 1968, à 57 ans, il commence à se sentir essoufflé et fatigué. Il pensait que c'était l'âge ou le surmenage, mais l'essoufflement ne cessait de s'aggraver. Lorsqu'il a finalement consulté un médecin, la vérité a été dévastatrice. Il s'agissait d'un cancer du poumon, presque certainement causé par son tabagisme intensif. On a d'abord dit au public qu'il avait la fièvre de la vallée, mais Taylor a confirmé la vérité lui-même en disant d'une voix calme : « Oh, bien sûr, c'est un cancer très bien, un cancer du poumon. » Le 8 octobre 1968, il subit des radiations au cobalt, puis une intervention chirurgicale majeure pour retirer son poumon droit. Étonnamment, il a continué à fumer jusqu'à la veille de l'opération. Même après le diagnostic, sa dépendance ne l'a pas quitté. Incroyablement, il a continué à travailler. Les journées dans la vallée de la mort sont restées sa priorité. Alors que la carrière de Ronald Reagan se tournait vers la politique, Taylor luttait pour sa vie, tout en continuant à apparaître à l'écran. Entre les séjours à l'hôpital et les traitements, il filme autant qu'il le peut, jouant même dans des épisodes. La force dont il fait preuve pendant cette période est remarquable, même si elle est très coûteuse sur le plan physique. En mai
1969, une nouvelle tragédie frappe la famille. Le beau-fils de Taylor, Michael Theis, âgé de 23 ans, est mort d'une overdose dans son appartement de Los Angeles. Cela s'est produit 2 semaines seulement avant la mort de Taylor. Michael était le fils de la femme de Taylor, Ursula Theis, issue d'un précédent mariage, mais Taylor l'avait traité comme son propre fils. Cette double perte a été dévastatrice. Michael et Taylor reposent côte à côte. Le 8 juin 1969, à 10h30 du matin, Robert Taylor meurt à l'hôpital St. John's Hospital, à Santa Monica. Il avait 57 ans, et Ursula a assisté à ses derniers instants. On est loin de l'époque glamour de la MGM, où il gagnait l'équivalent de plus de 50 $0 par semaine et vivait dans un ranch de 113 acres avec des chevaux et du bétail. En 35 ans de carrière, il a tourné plus de 70 films et 2 grands succès télévisuels. Avec sa mort, l'une des dernières vraies stars de l'âge d'or d'Hollywood s'est éteinte. Ronald Reagan se tenait devant l'église de la Récession le 11 juin 1969. Sa voix s'embrouille au fur et à mesure qu'il parle. L'homme qui deviendrait un jour président s'était forcé de garder son sang-froid alors qu'il faisait ses adieux à son ami Robert Taylor. Reagan disait de lui qu'il était plus qu'un beau visage. Il a parlé d'un homme qui respectait son métier, qui le maîtrisait et qui se comportait avec une dignité tranquille. Le moment fut si fort que l'enregistrement se trouve aujourd'hui à la bibliothèque présidentielle Reagan, un morceau préservé de l'histoire politique et hollywoodienne de la Californie. Leur amitié s'était forgée dans les cercles conservateurs du vieil Hollywood et ce lien s'est prolongé dans la vie politique de Reagan. Dans son hommage, Reagan a décrit Taylor comme l'incarnation même de l'intégrité du Midwest. Un homme dont la disparition a laissé un vide dans un secteur qui perdait déjà sa vieille garde. Taylor avait déjà été là pour une autre légende, le 19 novembre 1960, il marche aux côtés de Spencer Tracy et de James Stewart pour porter le cercueil de Clark Gable dans l'église où il sera un jour pleuré. Les funérailles étaient officielles avec les honneurs militaires et étroitement surveillées. Il s'agissait d'un rare rassemblement des plus brillants acteurs de la MGM des hommes qui s'étaient disputés les rôles, mais qui se respectaient profondément les uns les autres. Le choix de Taylor comme porteur du cercueil montre l'estime que Gable avait pour lui, reconnaissant une carrière qui avait reflété son propre parcours du rôle principal romantique au héros robuste. Lorsque Taylor meurt le 8 juin 1969 à 57 ans, c'est comme si le rideau se refermait sur toute une époque. Ces 24 années de contrat avec la MGM constituent un record qui ne sera jamais égalé. De 1934 à 1958, il a survécu à des titans comme Gable Tracy, Katharine Hepburn et Joan Crawford, observant l'essor et l'effondrement du système des studios. À l'époque de son départ, l'industrie s'orientait vers la nouvelle vague hollywoodienne dirigée par des réalisateurs. Sa mort n'est pas seulement la perte d'un homme, mais aussi celle d'un système qui avait construit des stars à partir de rien. Le coup est encore plus dur pour sa femme, Ursula Theis. 2 semaines auparavant, le 26 mai, elle avait trouvé son fils Michael mort d'une overdose. Il avait 24 ans. Michael avait eu une vie mouvementée et avait même été condamné à une peine de prison pour avoir tenté d'empoisonner son propre père. Ursula ne l'a jamais dit à Taylor qui était déjà en train de perdre son combat contre le cancer du poumon. Elle a organisé seule les 2 enterrements se serrant les coudes pour ses enfants survivants. Taylor et Michael reposent désormais côte à côte, rappelant discrètement les 2 tragédies de la famille. Malgré sa célébrité en tant qu'homme au profil parfait, Taylor était en proie à une tempête d'insécurité. Il était obsédé par ses vêtements, déclarant un jour à Louise Rainer que son plus grand rêve était de posséder 10 costumes parfaitement taillés. Il pensait qu'il pouvait compenser ce qu'il considérait comme un manque de talent d'acteur. En réalité, il était toujours à la recherche de rôles qui prouveraient qu'il était plus qu'un beau visage. En 1941, il a commencé à s'éloigner du moule de l'acteur principal en jouant des rôles plus sombres comme Billy the Kid et Johnny Eager. Malgré cela,
Il a souvent balayé son succès d'un revers de main, qualifiant le métier d'acteur de plus facile au monde et attribuant à la chance le mérite de ne pas avoir de talent. Son service en temps de guerre a montré une toute autre facette. À 32 ans, il s'est engagé dans l'aéronaval impatient de combattre, mais on lui a dit qu'il était trop vieux pour le service outre-mer. Au lieu de cela, il a consacré son énergie à la réalisation de 17 films d'entraînement de la marine, à son travail d'instructeur de vol et à la narration du documentaire de combat The Fighting Lady. Il voulait le danger, mais la main protectrice d'Hollywood l'a gardé au pays. Même après la guerre, il s'est investi dans des causes politiques, cofondant la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals et témoignant devant le Congrès contre des personnes soupçonnées de communisme. Cette position lui a coûté financièrement lorsque ses films ont été interdits dans certaines parties de l'Europe, mais il a refusé de plier. Malgré les rumeurs et la politique qui l'entourent, Taylor accorde une importance primordiale à la loyauté. Son amitié avec Jack Benny a perduré pendant des décennies et il est resté proche de Reagan. Même son ex-femme Barbara Stanwyck, qui a reçu une part de ses revenus après leur divorce, est venue à ses funérailles. Il a gardé des liens de travail étroits avec les réalisateurs en qui il avait confiance et a entretenu des amitiés avec des personnes dont les opinions politiques étaient opposées aux siennes, notamment Humphrey Bogart. À la fin de sa vie, il a pris la relève de Reagan pour animer l'émission Death Valley Days. La preuve que pour Robert Taylor, les liens personnels étaient plus importants que la commodité professionnelle.